c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, quatrième et dernier volet d'un scénario optimiste pour Bitcoin de Vijay Boyapati. L'édition de 2022 disponible chez Consensus a été significativement enrichie et constitue une excellente introduction à Bitcoin. Dans l'épisode précédent, Vijay s'est livré à un déminage en règle des poncifs et autres idées reçues concernant Bitcoin. À cette occasion, il a pu démontrer le caractère infondé et souvent fallacieux de bien des rumeurs propagées par les adversaires de Bitcoin, leurs lobbies et pseudo-journalistes dévoués. Mobiliser notre esprit critique pour mener à bien une analyse aussi impartiale que possible de Bitcoin, voilà un aspect essentiel de notre apprentissage qui gagne en importance à mesure que l'on s'expose financièrement à Bitcoin. C'est un travail progressif. Si tu découvres largement Bitcoin par le biais de ce podcast, profite de cette vue d'ensemble que nous présente Boyapati. C'est comme un premier aperçu, le survol d'un magnifique objet complexe qui échappe encore très largement à ton entendement. Ne laisse pas cours à l'impatience ou à la frustration. Dis-toi qu'à ce stade, tu prends juste des informations. Certaines résonnent peut-être déjà en toi, parfait, c'est génial, et d'autres pas, et c'est très bien comme cela, puisque les épisodes à venir vont nous permettre de revisiter plus calmement bien des facettes évoquées ici dans un langage plus accessible encore. Ce sera le cas notamment avec Tomer Strolight, qui nous accompagnera lors des tout prochains épisodes. Son style de conteur, unique en son genre, merveilleusement imagé, te sera d'un grand secours pour intégrer toutes ces notions qui ont pu t'échapper jusqu'à présent. Je te dis cela pour te rassurer et pour t'encourager durant ces toutes premières heures à la découverte de Bitcoin, où, il faut bien le reconnaître, la plupart d'entre nous sommes un peu perdus, déboussolés par cet objet dont on ne parvient ni à discerner précisément la forme, le mécanisme ou la fonction. Bref, relax, ça va bien se passer. Revenons à nos moutons, reprenons l'analyse et concentrons-nous aujourd'hui sur les risques bien réels, cette fois-ci, qui pèsent sur Bitcoin. Cela nous mènera à la conclusion de cet ouvrage, puis à l'épilogue, où Vijay partagera sa réflexion sur deux visions pour Bitcoin qui s'affrontent. On en discute tout à l'heure. C'est parti. Risques réels. Bien que les critiques les plus courantes à l'égard de Bitcoin soient inappropriées et fondées sur une compréhension erronée de l'argent, il existe des risques réels et importants liés à l'investissement dans Bitcoin. Il serait prudent qu'un investisseur potentiel comprenne et évalue ces risques avant d'envisager un investissement. Risques liés au protocole. Le protocole Bitcoin et les éléments de cryptographie sur lesquels il repose pourraient présenter un défaut de conception ou être rendus caducs avec l'avènement de l'informatique quantique. Si une faille est découverte dans le protocole ou si un nouveau moyen de calcul brise son algorithme de cryptographie, la confiance dans Bitcoin en tant que réserve de valeur serait gravement compromise. Le risque lié au protocole a été le plus élevé au cours des premières années du développement de Bitcoin, alors qu'il n'était pas encore certain, même pour les cryptographes chevronnés, que Satoshi Nakamoto avait réellement trouvé une solution au problème des généraux byzantins.
Les inquiétudes concernant de graves failles dans le protocole Bitcoin se sont dissipées au fil des ans car de nombreuses tentatives de le détruire ont échoué et de véritables failles ont été découvertes et corrigées. En outre, les développeurs du protocole sont conscients depuis des années du risque que représente l'informatique quantique et ont étudié des solutions potentielles si l'utilisation de tels ordinateurs devenait possible. Cependant, étant donné la nature technologique de Bitcoin, le risque lié au protocole subsistera toujours, ne serait-ce qu'en tant que risque statistiquement aberrant. Risque d'attaque d'un État. La menace d'une attaque par un État plane sur Bitcoin comme une ombre funeste depuis le début de son histoire et demeure le risque le plus sérieux et le plus actuel à considérer pour les investisseurs aujourd'hui. Dans un message posté sur le forum Bitcoin Talk en décembre 2010, Satoshi Nakamoto s'inquiétait du fait que Wikileaks, un site web connu pour la publication de secrets d'État, envisageait de collecter des dons en utilisant Bitcoin. Nakamoto a expliqué que l'attention suscitée par l'utilisation potentielle de Bitcoin par Wikileaks n'était pas souhaitable, car le système embryonnaire qu'il avait créé n'était pas encore assez résistant pour supporter une attaque étatique coordonnée. Néanmoins, la nature décentralisée et sans permission de Bitcoin a attiré très tôt son utilisation à des fins illicites, notamment sur le marché noir Silk Road, ouvert en février 2011. C'est Silk Road qui a attiré pour la première fois l'attention des membres du Congrès américain sur Bitcoin, notamment le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin, qui a publiquement appelé les régulateurs fédéraux à interdire Bitcoin en 2014, écrivant « En raison de l'anonymat de Bitcoin, le marché virtuel a été extrêmement sensible aux pirates et aux escrocs qui ont volé des millions aux utilisateurs de Bitcoin. L'anonymat, combiné à la capacité de Bitcoin à finaliser rapidement les transactions, rend très difficile, voire impossible, l'annulation des transactions frauduleuses. Bitcoin est également devenu un refuge pour les particuliers souhaitant acheter des articles sur le marché noir. Les individus sont en mesure d'acheter anonymement des articles tels que des drogues et des armes de manière illégale. J'ai déjà écrit une fois au régulateur au sujet des Silk Road, aujourd'hui fermé, qui a fourni pendant des années des drogues et d'autres articles du marché noir aux criminels, en grande partie grâce à la création de Bitcoin. Manchin pensait à tort que Bitcoin était parfaitement adapté au commerce illicite parce qu'il était anonyme. En réalité, la chaîne de blocs de Bitcoin est publique et ouverte, ce qui permet aux services de police d'utiliser des logiciels d'analyse de chaînes de blocs afin de retracer les transactions même des années après qu'elles aient eu lieu. Le développement de l'analyse de la chaîne de blocs et son utilisation dans le cadre de plusieurs affaires criminelles importantes ont atténué l'accusation selon laquelle Bitcoin serait anonyme et servirait principalement à des activités criminelles. Au fil des années, il est devenu évident que la demande massive de Bitcoin résulte d'une demande pour un moyen d'épargne et d'investissement plutôt que pour un moyen de commerce illégal. Pourtant, c'est précisément l'utilisation de Bitcoin comme réserve de valeur qui porte atteinte à un pouvoir souverain essentiel à tout État-nation, le contrôle de la monnaie nationale. La crainte de perdre le contrôle de la politique monétaire continuera à motiver de nombreux États à envisager une attaque contre Bitcoin. Une attaque de l'État contre Bitcoin pourrait prendre de nombreuses formes, allant d'une réglementation onéreuse de son utilisation, telles que l'obligation pour les utilisateurs de signaler l'identité du destinataire des bitcoins avant de les envoyer, à la criminalisation de la simple possession, voire à une tentative de confiscation. Si la menace de confiscation peut sembler exagérée, il existe des précédents d'États s'attaquant de cette manière aux droits de propriété de leurs citoyens. En 1933, le président Franklin Roosevelt, tentant ostensiblement d'atténuer la Grande Dépression, a signé l'Executive Order 6102, ordonnant aux citoyens américains de renoncer à leur or et rendant sa possession illégale. En raison de la difficulté de transporter, de sécuriser et d'analyser l'or, les détenteurs d'or ont eu tendance à conserver leurs avoirs dans des institutions financières, devenant ainsi une cible plus centralisée et vulnérable face au gouvernement américain. En revanche,
Du fait de sa conception numérique et décentralisée, Bitcoin a fait preuve d'une résistance remarquable face aux nombreuses tentatives de divers gouvernements de réglementer ou d'interdire son utilisation. Cependant, les plateformes où les bitcoins sont échangés contre des monnaies fiduciaires sont fortement centralisées et susceptibles d'être réglementées et fermées. Sans ces échanges et la volonté du système bancaire de commercer avec eux, le processus de monétisation de Bitcoin serait gravement retardé, voire complètement stoppé. Bien qu'il existe d'autres sources de liquidité de Bitcoin, comme les courtiers de gré à gré et les marchés décentralisés pour l'achat et la vente de Bitcoin, le processus essentiel de détermination des prix se déroule sur les bourses les plus liquides, qui sont toutes centralisées. L'arbitrage juridictionnel permet d'atténuer le risque de fermeture des bourses. Binance, une bourse importante qui a vu le jour en Chine, a transféré son siège social au Japon, puis à Malte, après que le gouvernement chinois ait mis fin à ses activités sur le continent. Les gouvernements nationaux craignent également d'étouffer une industrie naissante qui pourrait s'avérer aussi importante qu'Internet, cédant ainsi un avantage concurrentiel considérable à d'autres nations. Seule une fermeture mondiale coordonnée des plateformes Bitcoin permettrait de stopper complètement le processus de monétisation. La course est lancée et Bitcoin pourrait devenir si largement adopté qu'une fermeture complète deviendrait aussi politiquement infaisable qu'une fermeture complète d'Internet. Un signe encourageant est l'adoption croissante de Bitcoin par les institutions financières et les entreprises qui sont généralement plus aptes à faire pression sur les gouvernements que les investisseurs individuels. En outre, le plus grand marché d'échange américain, Coinbase, est récemment devenu une société cotée en bourse avec une valorisation de 100 milliards de dollars au moment de la rédaction de cet ouvrage. Les décideurs politiques seront probablement prudents lorsqu'ils appliqueront des lois susceptibles de détruire des milliards de dollars de capitalisation boursière et de nuire à des millions d'investisseurs individuels. Enfin, le phénomène de capture réglementaire, par lequel les politiciens et leurs électeurs ont une affinité idéologique accrue pour Bitcoin simplement parce qu'ils en possèdent, est en constante augmentation et constitue un rempart naturel contre les politiques hostiles. La politique d'une fermeture mondiale des échanges reste cependant réelle et doit être prise en compte parmi les risques d'investissement dans Bitcoin. Comme nous l'avons vu au chapitre 4, les gouvernements nationaux prennent enfin conscience de la menace que représente pour leur politique monétaire une monnaie numérique non souveraine et résistante à la censure. La question qui se pose toutefois est de savoir s'ils agiront face à cette menace avant que Bitcoin ne s'implante à tel point que toute action politique contre ce dernier s'avère inefficace. Le risque de la centralisation du minage. Les mineurs de Bitcoin sont des ordinateurs du réseau qui ont pour but de valider et d'établir un ordre temporel des transactions soumises au réseau. Un risque important que les investisseurs doivent prendre en compte est la possibilité que les ressources informatiques consacrées au minage de Bitcoin, appelées puissances de hachage, deviennent trop centralisées. Si le contrôle de la puissance de hachage du réseau était concentré entre trop peu de mains, il pourrait devenir possible d'attaquer le réseau soit politiquement, soit économiquement, dans un processus connu sous le nom de double dépense. La double dépense se produit lorsqu'une entreprise ou un cartel de mineurs possédant la majorité de la puissance de hachage totale échange des bitcoins contre quelque chose qui a de la valeur, comme des dollars, puis utilise ces ressources de minage pour réorganiser la chaîne de blocs, de sorte que le transfert initial n'ait jamais eu lieu. La double dépense est une manœuvre coûteuse et risquée. La réorganisation de la chaîne de blocs n'est pas garantie, et même si elle réussissait, un vol réussi ébranlerait la confiance dans Bitcoin lui-même, de sorte que l'attaquant nuirait à ses propres économies. Satoshi Nakamoto a anticipé la menace de la double dépense dès le début, en observant dans son premier livre blanc que Bitcoin était conçu de telle manière que les attaquants potentiels étaient davantage incités à miner honnêtement qu'à tenter de contourner les règles pour effectuer une double dépense. Si un attaquant avide est capable de réunir plus de puissance d'unité centrale que tous les nœuds honnêtes, il devra choisir entre l'utiliser pour escroquer les gens en leur volant leur paiement ou l'utiliser pour générer de nouvelles pièces.
Il devrait trouver plus rentable de respecter les règles, des règles qui lui permettent d'obtenir plus de nouvelles pièces que tous les autres réunis, que de nuire au système et à la validité de sa propre richesse. Lors de sa première publication en 2008, avant même que le réseau Bitcoin n'existe, l'affirmation de Nakamoto n'était encore que théorique et reposait sur l'hypothèse que les attaquants étaient économiquement rationnels. Des recherches récentes menées par Savolayen et Ruiz Ogario ont corroboré l'affirmation de Nakamoto dans la pratique. Nous concluons que la concentration des bassins de minage observée historiquement n'indique pas un risque plus élevé d'attaque par double dépense. Par conséquent, notre résultat contredit directement la croyance commune selon laquelle la concentration serait nuisible. Ce résultat démontre l'idée économique bien connue que la faisabilité n'implique pas la désirabilité. Si la conception originale de Bitcoin par Nakamoto anticipait la possibilité d'une double dépense dans l'hypothèse d'agents économiques rationnels, elle ne tenait pas compte d'une attaque politique concertée contre les sociétés de minage par un État-nation ayant des objectifs non économiques. Les États-nations ont souvent agi de manière économiquement irrationnelle pour atteindre leurs objectifs politiques, par exemple en faisant la guerre à leurs voisins. Un État-nation peut être motivé pour mener une attaque politique contre le minage de Bitcoin afin d'empêcher ses citoyens de profiter d'un moyen d'épargne et de transaction en dehors de la juridiction de l'État. Par ailleurs, un État-nation peut souhaiter la disparition de Bitcoin parce qu'il pense que celui-ci représente une menace systémique pour sa politique monétaire. Si un État-nation s'appropriait suffisamment de ressources informatiques utilisées pour le minage de Bitcoin, il pourrait potentiellement censurer les transactions qu'il n'approuve pas ou simplement priver le réseau de cette puissance de hachage, ce qui réduirait considérablement la sécurité du réseau et saperait la confiance dans la monnaie elle-même. Parmi les États-nations qui ont une motivation pour attaquer le réseau Bitcoin, la République populaire de Chine est actuellement la plus à même de le faire. En raison de sa domination dans la fabrication de puces et de la surcapacité de production d'énergie dans certaines de ses provinces, la Chine est devenue le centre mondial de production de matériel de minage et le siège des plus grandes opérations de minage. Une étude réalisée en 2019 par CoinShares Research a estimé que jusqu'à 65% de la puissance de hachage de Bitcoin se trouve en Chine. Si l'État chinois nationalisait les entreprises produisant du matériel de minage et celles effectuant du minage, cela pourrait constituer une menace importante pour le fonctionnement du réseau Bitcoin. Bien qu'il n'existe aucun moyen d'éliminer le risque que l'État chinois prenne Bitcoin pour cible, il existe une option nucléaire qui pourrait neutraliser une attaque si elle se produisait. Modifier la fonction de preuve de travail de Bitcoin. Avant de pouvoir comprendre pleinement cette option nucléaire, nous devons explorer brièvement l'histoire du minage de Bitcoin. Depuis la création du réseau Bitcoin en 2009, les ordinateurs utilisés pour le minage sont devenus de plus en plus spécialisés afin de maximiser la puissance de hachage générée par unité d'électricité consommée. Au début, les participants au réseau utilisaient leurs ordinateurs habituels pour le minage. En mai 2010, Laszlo Agnetz a découvert que les puces informatiques optimisées pour le traitement des images, connues sous le nom de GPU, étaient beaucoup plus efficaces pour le minage que les CPU habituels. La découverte de Agnetz a déclenché une course à la production et au développement du matériel de minage qui a finalement abouti à la création de circuits intégrés développés pour un client, ASIC, pour le minage de Bitcoin. Les premiers mineurs ASIC ont été créés en 2013 par le fabricant de matériel informatique Canaan Creative, basé en Chine, et depuis, plusieurs autres fabricants de puces tels que Bitmain et Bitfury sont entrés dans ce marché hautement concurrentiel. Les mineurs ASIC sont des ordinateurs développés pour faire une seule et unique chose avec la plus grande efficacité. Exécuter la fonction de preuve de travail de Bitcoin connue sous le nom de SHA-256 aussi rapidement que possible.
En appliquant la fonction SHA 256 de manière exhaustive, un mineur peut trouver un hachage acceptable requis pour créer le bloc suivant sur la chaîne de blocs et ainsi percevoir la prime de minage qui lui est associée. SHA 256 est l'assise fondamentale sur laquelle repose le minage de Bitcoin et des milliards de dollars ont été dépensés dans la recherche et la production de matériel optimisé pour l'exécuter. Cependant, il est possible que SHA 256 soit remplacé comme fonction de preuve de travail de Bitcoin par une alternative telle que SHA 512. Le remplacement de la fonction de preuve de travail de Bitcoin rendrait instantanément obsolète le matériel de minage optimisé pour exécuter SHA 256, ce qui aurait un effet dévastateur sur les entreprises qui produisent ce matériel et sur les installations de minage qui l'utilisent. Une mesure aussi extrême pourrait éventuellement être utilisée si le minage de Bitcoin était attaqué par l'État chinois, mais elle serait extrêmement périlleuse. En l'absence d'un consensus écrasant de participants au réseau Bitcoin et des investisseurs qui détiennent des Bitcoins en tant qu'épargne, la modification de la fonction de preuve de travail pourrait provoquer une fracture du réseau et un éclatement de la communauté en factions, chacune prétendant que le réseau utilisant sa fonction de preuve de travail préférée est le véritable Bitcoin. De plus, sans les importantes dépenses en capital consacrées au matériel et aux installations de minage basées sur SHA 256, la sécurité du réseau Bitcoin serait considérablement réduite jusqu'à ce que des dépenses équivalentes soient effectuées pour la fonction de preuve de travail alternative. Ainsi, un changement de la fonction de preuve de travail de Bitcoin devrait, à juste titre, être considéré comme une option nucléaire à ne déployer que dans les circonstances les plus graves. Même si elle n'est jamais déployée, la menace d'une modification de la fonction de preuve de travail de Bitcoin constitue un frein puissant pour tout État-nation espérant s'approprier la puissance de hachage de Bitcoin à ses propres fins. Risques liés à la conservation. Les entreprises et les institutions qui achètent des bitcoins font souvent appel à des dépositeurs réglementés pour stocker leurs bitcoins. Au fur et à mesure que la valeur de bitcoin augmente, des centaines de milliards de dollars de bitcoin seront confiés à ces dépositaires, ce qui constitue une cible de plus en plus attrayante pour les pirates. Alors que les dépositaires d'or physique ne doivent faire face qu'à des menaces de sécurité potentielles à proximité de l'endroit où est stocké l'or, les dépositaires de Bitcoin doivent faire face à des pirates informatiques qui peuvent cibler les fonds déposés depuis n'importe quel endroit de la planète. Un hold-up réussi d'un important dépositaire de Bitcoin réglementé pourrait gravement compromettre la confiance des entreprises et des investisseurs institutionnels. L'amélioration des pratiques de sécurité dans l'ensemble du secteur et la mise au point d'outils permettant de gérer des fonds sans qu'ils aient besoin d'être accessibles sur Internet atténuent la menace d'un piratage majeur. Bien qu'un pillage majeur ne puisse jamais être totalement exclu, il semble que la probabilité d'un hold-up catastrophique tel que celui qui a frappé Mt. Gox, la première grande plateforme d'échange de Bitcoin, soit beaucoup plus faible qu'au début de l'histoire de Bitcoin. Le risque de la politique de la Réserve fédérale. À la fin des années 1970, les États-Unis ont connu une période de forte inflation monétaire qui a contribué à déclencher une hausse du marché de l'or. La décennie a culminé avec une crise de confiance dans le dollar américain qui n'a été résolue que par les actions drastiques du président de la Réserve fédérale, Paul Volcker, nouvellement confirmé à l'époque. Volcker a augmenté de façon spectaculaire les taux d'intérêt à court terme pour atteindre un niveau sans précédent de 20% en 1980, ce qui a plongé l'économie américaine dans une profonde récession et fait entrer l'or dans un marché baissier sur plusieurs décennies. Cela a également permis de maîtriser l'inflation galopante des prix dans les années 70. En tant que bien monétaire dont la capitalisation boursière s'élève à des milliers de milliards de dollars, l'or est vulnérable à la politique de la Réserve fédérale. Si la Réserve fédérale fait monter les taux d'intérêt suffisamment haut, la demande d'or, qui n'a pas de rendement naturel, se transforme en dollars qui peuvent percevoir des intérêts au taux d'intérêt à court terme de la Réserve fédérale.
En raison de sa petite taille, les mouvements de prix de Bitcoin ont été largement dictés par le flux des nouveaux investisseurs sur son marché. Mais à mesure que Bitcoin s'approche de la même capitalisation boursière que l'or, il sera, lui aussi, confronté aux risques macroéconomiques de la politique de la Réserve fédérale. Si le Conseil de la Réserve fédérale devait percevoir une menace pour la crédibilité du dollar du fait de la monétisation continue de Bitcoin, il pourrait tenter de contrecarrer ce processus en augmentant fortement les taux d'intérêt, comme Volcker l'avait fait au début des années 80. Cependant, la situation budgétaire actuelle des États-Unis, très différente de celle des années 70, dresse un obstacle de taille à un tel scénario. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis n'ont jamais eu une dette supérieure à 100% de leur PIB comme c'est le cas aujourd'hui. En comparaison, le ratio dette sur PIB en 1980 était inférieur à 40%. Aussi, bien que la menace d'une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale existe, il serait difficile pour la Banque centrale américaine de mener une telle politique sans rendre le service de la dette du Trésor américain beaucoup plus onéreux. Mener une politique de taux d'intérêt agressive dans l'environnement fiscal actuel pourrait potentiellement déclencher une crise de la dette souveraine. Ainsi, la Réserve fédérale pourrait être contrainte par des facteurs fiscaux de poursuivre une politique favorable à la monétisation de Bitcoin, même si celui-ci se rapproche de l'or et le dépasse en taille. Le risque de réhypothécation. Les institutions financières qui proposent des produits d'investissement avancés tels que la vente à découvert, l'achat sur marge ou les produits dérivés demandent généralement à leurs clients de fournir une garantie sous forme d'espèces, d'actions, d'obligations ou d'autres actifs avant de pouvoir accéder à ces produits. La garantie est utilisée comme un moyen d'atténuer le risque lorsqu'un client fait un investissement imprudent qui entraîne une perte. Par exemple, si un client d'une société de courtage vend une action à découvert et que celle-ci prend de la valeur par la suite, la société de courtage peut vendre toute ou une partie de la garantie du client pour couvrir sa perte. La réhypothécation est la pratique par laquelle une institution financière utilise les garanties qui lui sont fournies à ses propres fins d'investissement, augmentant ainsi potentiellement ses profits, mais exposant également les garanties de ses clients à un risque plus élevé. En échange de l'autorisation d'investir ou de prêter sa garantie, le client reçoit une compensation, par exemple un taux d'intérêt plus bas en cas de vente à découvert. Lorsqu'elle est pratiquée avec prudence, la réhypothécation peut permettre aux institutions financières de fournir des produits d'investissement à moindre coût ou même gratuitement, et elle peut également accroître la liquidité du marché. Cependant, lorsqu'elle est pratiquée de manière imprudente et généralisée, la réhypothécation peut devenir un risque systémique pour le système financier. Lorsque les garanties sont prêtées à plusieurs reprises et passent par de nombreuses institutions financières, l'échec d'un investissement dans une institution peut provoquer une série de liquidations en cascade dans de nombreuses institutions, faisant chuter précipitamment le prix de l'actif donné en garantie et déclenchant une crise de liquidité. En effet, comme Singh et Aitken l'affirment dans leur document de travail du FMI de 2010, la réhypothécation a joué un rôle important dans la crise financière de 2008. Les estimations de la réhypothécation et de la réutilisation des garanties dans la crise récente indiquent que l'effondrement du système financier non bancaire des banques était considérable. La première utilisation significative de Bitcoin en tant qu'actif collatéral a eu lieu en 2014 avec la fondation de BitMEX, une bourse de crypto-monnaies basée à Hong Kong. Les clients de BitMEX pouvaient déposer des bitcoins sur la plateforme puis faire des paris sur divers contrats dérivés tels que le contrat Perpetual Swap. Les contrats proposés par BitMEX permettaient à ses clients de parier sur le prix futur de Bitcoin et de le faire avec un effet de levier. En fournissant un échange qui ne nécessitait pas de dépôt en monnaie fiduciaire, BitMEX a été en mesure de contourner les institutions qui réglementent généralement de tels marchés comme la CFTC, ce qui a permis à l'entreprise de développer rapidement son activité. En août 2020, la bourse réalisait un volume d'échange stupéfiant de 75 milliards de dollars, faisant de ses cofondateurs des milliardaires.
L'utilisation pionnière de Bitcoin, comme garantie par BitMEX, et le succès financier qu'elle a connu ne sont pas passés inaperçus. De nombreuses entreprises ont depuis suivi l'exemple de BitMEX, du vénérable Chicago Mercantile Exchange, fondé en 1898, qui propose désormais des contrats à terme sur Bitcoin, à BlockFi, qui permet à ses clients de percevoir des intérêts sur leur Bitcoin. Le commentateur de marché, Raoul Pal, a qualifié Bitcoin de garantie parfaite. Et il est effectivement de plus en plus reconnu qu'il s'agit d'une forme idéale de garantie en raison de ses attributs innés et de la nature de son marché. Premièrement, Bitcoin dispose d'un marché mondial très liquide avec des milliards de dollars de volume échangés chaque jour. Deuxièmement, les marchés de Bitcoin sont ouverts en permanence, contrairement aux marchés boursiers ordinaires, ce qui permet aux institutions financières de vendre leurs garanties en Bitcoin lorsqu'elles perçoivent un risque accru pour leur portefeuille de prêts. Troisièmement, les bitcoins ne sont pas la contrepartie d'une entité tierce, contrairement aux obligations, ce qui réduit le risque de contrepartie. Quatrièmement, étant donné qu'ils sont numériques, contrairement à l'or, les bitcoins sont faciles et peu coûteux à prendre en possession, ce qui accroît la commodité de l'utilisation des bitcoins comme garantie. Comme il est de plus en plus reconnu que Bitcoin est une forme idéale de garantie, son utilisation croissante à cette fin sera une source majeure de demande pour sa monétisation. Cependant, l'utilisation croissante de Bitcoin comme actif de garantie entraîne un risque de réhypothécation irresponsable. Dans un secteur naissant, les investisseurs devraient à juste titre se méfier de la qualité des institutions qui acceptent les bitcoins comme garantie et qui les investissent par la suite. Les risques de la réhypothécation de bitcoin sont peut-être encore plus grands que pour d'autres actifs tels que les actions et les obligations. Lors d'une crise de liquidité, si de nombreuses institutions financières sont contraintes de vendre des obligations qui ont été prises en garantie, l'effondrement des prix sera protégé par le flux de trésorerie des obligations. Sans flux de trésorerie, pour fournir un filet de sécurité pour son évaluation, une crise de liquidité de Bitcoin pourrait provoquer un effondrement désordonné de son prix. Comme nous l'avons vu dans la discussion du 3e chapitre sur la dépendance au sentier de la monnaie, un effondrement du prix du Bitcoin pourrait provoquer un changement significatif des attentes concernant les perspectives de sa monétisation future, ce qui retarderait ou même arrêterait le processus. Les meilleures protections contre le risque de réhypothécation sont une forte réglementation du marché et la transparence de l'industrie sur les contrôles utilisés pour gérer les investissements de garantie. Par réglementation, on entend souvent la supervision par un organisme de réglementation tel que la CFTC. Mais dans la pratique, ces bureaucraties sont lentes à comprendre et à superviser les industries nouvelles et innovantes de manière satisfaisante, s'appuyant souvent sur des réglementations désuètes conçues il y a des décennies. La réglementation de loin la plus importante est celle du marché lui-même. Les institutions qui investissent de manière irresponsable doivent être permises de faire faillite, garantissant la sanction des mauvaises pratiques, afin qu'ils ne deviennent pas systémiques dans le secteur, comme ce fut le cas lors de la crise de l'immobilier en 2008. Le risque de fongibilité imparfaite. La nature ouverte et transparente de la chaîne de blocs Bitcoin permet aux États de marquer certains Bitcoins comme étant teintés par leur utilisation dans des activités illicites. Bien que la résistance à la censure de Bitcoin au niveau du protocole permette à ces Bitcoins d'être transmis, si des réglementations apparaissent pour interdire l'utilisation de ces Bitcoins teintés, que ce soit par les plateformes d'échange ou les commerçants, ils pourraient devenir largement sans valeur. Bitcoin perdrait alors l'une des propriétés essentielles d'un bien monétaire, la fongibilité. Pour remédier à la fongibilité imparfaite de Bitcoin, des améliorations devront être apportées au niveau du protocole afin de renforcer la confidentialité des transactions. Bien qu'il existe de nouveaux développements à cet égard, dont les monnaies numériques telles que Monero et Zcash sont les pionnières, il y a des compromis technologiques majeurs à faire entre l'efficacité, la complexité et la confidentialité de Bitcoin. La question reste ouverte de savoir s'il est possible d'ajouter à Bitcoin des fonctionnalités permettant de renforcer la confidentialité sans compromettre son utilité en tant que monnaie à d'autres égards. Conclusion.
Bitcoin est une monnaie naissante qui est en train de passer du stade de la monétisation des objets de collection à celui de la réserve de valeur. En tant que bien monétaire non souverain, il est possible qu'à un moment donné, Bitcoin devienne une monnaie de réserve mondiale, comme l'or à l'époque de l'étalon or classique du 19e siècle. L'adoption de Bitcoin comme monnaie de réserve est précisément le scénario optimiste pour Bitcoin et a été formulé par Satoshi Nakamoto dès 2010 dans un échange de courriel avec Mike Hearn. En imaginant qu'il soit utilisé pour une fraction quelconque du commerce mondial, il n'y aurait que 21 millions de pièces pour le monde entier, donc le prix par unité serait largement supérieur. Le brillant cryptographe Hal Finney, qui a reçu les premiers bitcoins envoyés par Nakamoto, s'est montré encore plus incisif peu après l'annonce de la sortie du premier logiciel Bitcoin fonctionnel. Imaginons que Bitcoin réussisse et devienne le système de paiement dominant dans le monde entier. La valeur totale de la monnaie devrait alors être égale à la valeur totale de toutes les richesses du monde. Les estimations actuelles de la richesse totale des ménages dans le monde que j'ai trouvées vont de 100 000 à 300 000 milliards de dollars. Avec 20 millions de pièces, cela donne à chaque pièce une valeur d'environ 10 millions de dollars. Même si Bitcoin ne devait pas devenir une monnaie de réserve à part entière et rester simplement un concurrent de l'or en tant que réserve de valeur non souveraine, il est considérablement sous-évalué à l'instant présent. En rapportant la capitalisation boursière de l'offre d'or, environ 10 000 milliards de dollars, à l'offre actuelle de Bitcoin, on obtient une valeur d'environ 540 000 dollars par Bitcoin. Comme nous l'avons vu au chapitre 2, en termes d'attributs qui font qu'un bien monétaire peut servir de réserve de valeur, Bitcoin est comparable ou supérieur à l'or sur tous les critères, à l'exception de la durée de son histoire. Au fur et à mesure que le temps passe et que l'effet Lindy s'installe, l'ancienneté ne sera plus un avantage concurrentiel pour l'or. Il n'est donc pas déraisonnable de s'attendre à ce que Bitcoin se rapproche de la capitalisation boursière de l'or, voire la dépasse au cours de la prochaine décennie. Toutefois, une grande partie de la capitalisation de l'or provient des banques centrales qui le détiennent comme réserve de valeur. Pour que Bitcoin atteigne ou dépasse la capitalisation de l'or, une certaine participation des États-nations sera nécessaire. Il est difficile de savoir si les démocraties occidentales accumuleront des bitcoins. Il est plus probable, malheureusement, que des dictatures de pacotille et des kleptocraties soient les premières nations à entrer sur le marché de bitcoin. Même si aucun État-nation ne participe au marché de bitcoin, il reste encore beaucoup d'arguments en faveur de bitcoin. En tant que réserve de valeur non souveraine, utilisée uniquement par les investisseurs particuliers et institutionnels, Bitcoin est encore au début de sa courbe d'adoption. La majorité dite précoce entre maintenant sur le marché, tandis que la majorité tardive et les retardataires n'y entreront pas avant des années. Avec une participation plus large des investisseurs particuliers et surtout institutionnels, un niveau de prix compris entre 100 000 et 250 000 dollars est envisageable. La possession de Bitcoin est l'un des rares paris asymétriques auxquels des personnes du monde entier peuvent participer. À l'instar d'une option d'achat, la perte d'un investisseur est limitée à son investissement initial, tandis que sa hausse potentielle est de l'ordre d'une multiplication par 100 ou plus de son investissement initial. Bitcoin est la première bulle véritablement mondiale dont la taille et la portée ne sont limitées que par le désir des citoyens du monde de protéger leurs économies des aléas de la mauvaise gestion économique des gouvernements. En effet, Bitcoin a surgi tel un phénix renaissant des cendres de la catastrophe financière mondiale de 2008, une catastrophe qui a été précipitée par les politiques des banques centrales comme la Réserve fédérale. Au-delà des arguments financiers en faveur de Bitcoin, son ascension en tant que réserve de valeur non souveraine aura de profondes conséquences géopolitiques. Une monnaie de réserve mondiale et non inflationniste obligera les États-nations à modifier leur principal mécanisme de financement en passant de l'inflation à la fiscalité directe, ce qui est beaucoup moins acceptable sur le plan politique. La taille des États diminuera en proportion de la douleur politique que représente la transition vers la fiscalité comme moyen exclusif de financement. En outre,
Le commerce mondial sera réglé d'une manière qui répondra à l'aspiration de Charles de Gaulle selon laquelle aucune nation ne devrait avoir de privilèges sur un autre. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Dans 50 ans, cette base monétaire sera Bitcoin. Épilogue. Le grand débat. Qu'est-ce que Bitcoin ? Cette question simple en apparence et les débats qui s'ensuivent pour y répondre ont agité la communauté des développeurs et des investisseurs de Bitcoin pendant plusieurs années, aboutissant à un schisme dans la communauté et à une scission du réseau Bitcoin le 1er août 2017. Dans les années qui ont suivi la création de Bitcoin par Satoshi Nakamoto, deux grandes factions idéologiques ont émergé, chacune soutenant une vision différente de son avenir. La première faction voyait Bitcoin principalement comme un système de paiement semblable à Visa ou PayPal, mais sans point de contrôle centralisé. Elle mettait l'accent sur l'utilisation transactionnelle de Bitcoin et pensait que la monnaie se définissait principalement par son rôle de moyen d'échange. La deuxième faction soulignait l'importance de l'impossibilité de censurer Bitcoin et mettait en garde contre les dangers de céder le contrôle du protocole de Bitcoin à un groupe d'intérêt particulier. Cette faction envisageait Bitcoin comme une version numérique de l'or en mettant l'accent sur son utilisation en tant que réserve de valeur non souveraine. La disparition du créateur de Bitcoin, peu de temps après sa création, est venue compliquer le conflit entre les deux factions idéologiques. Le 12 décembre 2010, 772 jours après sa première apparition virtuelle pour annoncer la conception de Bitcoin, Satoshi Nakamoto a posté son dernier message sur un forum Bitcoin. La disparition de Nakamoto a été lourde de conséquences pour le projet qu'il avait fondé. Sans son créateur, la communauté de développeurs travaillant sur le logiciel Bitcoin a dû poursuivre son travail sans orientation précise ni vision commune de l'avenir. L'une des déclarations les plus claires que nous ayons des aspirations de Nakamoto pour le projet provient de sa publication initiale, le livre blanc de Bitcoin, publié le 31 octobre 2008. Pourtant, ce court document ne répond pas définitivement à la question de la considération de Bitcoin comme d'un moyen d'échange ou comme d'une réserve de valeur. Bien qu'il ait écrit des centaines de messages sur des forums et de nombreux courriels à la communauté des développeurs travaillant sur Bitcoin, Satoshi n'a jamais expliqué sa nature monétaire sans ambiguïté. Dans certains de ses écrits, Nakamoto soulignait la similitude de Bitcoin avec l'or et son utilisation comme réserve de valeur. Bitcoin est plus semblable à un métal précieux. Au lieu que l'offre change, afin que la valeur reste la même, l'offre est prédéterminée et la valeur change. Plus il y a d'utilisateurs, plus la valeur de chaque unité augmente. Il est possible de créer une boucle de rétroaction positive. Plus le nombre d'utilisateurs augmente, plus la valeur augmente, ce qui pourrait attirer d'autres utilisateurs voulant profiter de la valeur croissante. À plusieurs autres occasions, Nakamoto a évoqué l'utilisation de Bitcoin pour les paiements, en soulignant le rôle de moyen d'échange de la monnaie. Dans sa forme embryonnaire, Bitcoin semblait incarner chaque vision avec la même plausibilité. D'une part, le réseau Bitcoin a commencé avec de faibles frais de transaction, permettant au Bitcoin d'être transféré à faible coût dans le monde entier. Cela semblait lui offrir un avantage comparatif par rapport aux autres systèmes de paiement tels que le réseau de cartes de crédit Visa. D'autre part, la valeur d'échange des bitcoins a augmenté de manière significative au fil du temps, ce qui suggère qu'il s'agissait d'une réserve de valeur naissante. Mais de la même manière que de nombreuses espèces se ressemblent à l'état embryonnaire, leur ADN contient les instructions qui révéleront leurs grandes différences au fil du temps. L'ADN de Bitcoin réside dans les règles de consensus de son protocole. Comme nous le verrons, ces règles indiquent clairement qu'une seule de ces visions de Bitcoin est réalisable. L'immuabilité du protocole. Un protocole est un ensemble de règles auxquelles les participants à un système doivent se conformer lorsqu'ils l'utilisent. Parmi les exemples de protocoles logiciels, citons le protocole TCP/IP qui régit la manière dont les données sont encodées et transmises sur Internet.
et le protocole SMTP, qui régit le trafic Internet spécifique au courrier électronique. Les protocoles peuvent également s'appliquer au monde physique. Par exemple, les normes IEC 69106.2 et NEMA 5.15 relatives aux prises de courant décrivent la forme des fils électriques ainsi que la tension et l'ampérage du courant passant par ces prises. Les protocoles, qui sont définis pour être utilisés dans des systèmes logiciels ou matériels comptant de nombreux participants, sont généralement très difficiles à modifier une fois qu'ils sont utilisés, et ce pour une bonne raison. Les participants supposent généralement l'immuabilité d'un protocole lorsqu'ils créent des entreprises ou des dispositifs qui en dépendent. Ainsi, la modification du protocole d'un système largement utilisé aurait un coût élevé pour l'écosystème des participants qui en dépendent. Considérez par exemple le coût massif pour les ménages nord-américains si la forme des prises de courant était modifiée. Toutes les prises de courant du pays devraient être mises à jour et tous les appareils qui dépendent de l'ancienne forme de prise devraient être jetés ou équipés d'un adaptateur pour utiliser la nouvelle forme. Les modifications rétrocompatibles, qui n'affectent pas les systèmes utilisant des versions antérieures d'un protocole, constituent une exception au coût des mises à jour de protocole. Par exemple, la fente de mise à la terre a été inventée en 1924 et a fourni une mise à jour rétrocompatible qui réduisait le risque de chocs électriques. Les anciens appareils équipés de fiches électriques à 2 broches pouvaient toujours utiliser les nouvelles prises. Lorsque Satoshi Nakamoto a publié le code source de Bitcoin le 9 janvier 2009, il a essentiellement produit un protocole de transfert de valeur sur Internet. Nakamoto était conscient qu'une fois que sa conception allait prendre vie dans un réseau vivant et fonctionnel, il serait très difficile, voire impossible, d'apporter des modifications non rétrocompatibles au protocole Bitcoin. Le 17 juin 2010, Nakamoto a fait remarquer qu'une fois la version 0.1 publiée, la conception de base a été gravée dans la roche pour le reste de son existence. Le schisme. Le protocole de Bitcoin est défini par des règles qui précisent quels messages envoyés sur le réseau Bitcoin sont valides et ces règles sont appliquées par les ordinateurs du réseau exécutant le logiciel Bitcoin. Les ordinateurs qui ne respectent pas les règles dites de consensus sont rejetés du réseau. La plus connue des règles de consensus est celle qui détermine le nombre de nouveaux bitcoins qui peuvent être minés par bloc. La règle de subvention par bloc définit le programme d'inflation globale de bitcoin et limite l'offre totale éventuelle à un maximum de 21 millions de bitcoins. Une autre règle importante est la taille maximale de chaque bloc, qui limite le nombre total de transactions pouvant être traitées à chaque fois qu'un nouveau bloc est miné. Cette règle a été créée en 2010 afin d'empêcher les attaques par déni de service contre le réseau naissant. La règle de la taille des blocs de Bitcoin était le principal point de discorde entre les deux factions qui débattaient de l'avenir de Bitcoin. L'une des factions, appelée Big Blockers, souhaitait que le protocole de Bitcoin soit modifié de manière à ce que la taille des blocs soit plus importante et puisse accueillir davantage de transactions. Le changement proposé n'était pas rétrocompatible et provoquerait une scission du réseau, à moins que tous les participants l'adoptent à l'unanimité et en même temps. Les Big Blockers considéraient Bitcoin comme un logiciel tel que Microsoft Word qui devrait être mis à jour fréquemment pour satisfaire les désirs des entreprises l'utilisant principalement à des fins transactionnelles. L'autre faction, appelée Small Blockers, s'était opposée à un tel changement et avait mis en garde contre le fait qu'il placerait le contrôle de Bitcoin entre les mains des entreprises qui poussaient à cette prétendue mise à jour. Ils avaient également prévenu que l'augmentation de la taille des blocs diminuerait la décentralisation de Bitcoin en nécessitant l'utilisation de matériel plus coûteux, ce qui éloignerait les participants les moins fortunés du réseau. Les Small Blockers considéraient Bitcoin non pas comme un logiciel, mais comme un protocole et soulignaient le coût que représenterait la modification de ces règles pour l'écosystème. Plus important encore, les Small Blockers reconnaissaient que s'il devenait facile de modifier une règle de consensus, alors toutes les règles, compris la règle de la prime de minage, seraient plus faciles à modifier. Étant donné que la demande de Bitcoin en tant que réserve de valeur repose en grande partie sur la crédibilité de sa politique monétaire fixe,
La modification de la taille des blocs de Bitcoin porterait indirectement atteinte à cette crédibilité. Le débat acharné entre ces deux groupes a atteint son paroxysme le 1er août 2017 lorsque la faction des Big Blockers a modifié le logiciel fonctionnant sur ses ordinateurs pour accueillir des blocs plus grands, le rendant ainsi incompatible avec le reste du réseau Bitcoin. Les ordinateurs exécutant le nouveau logiciel ont été rejetés du réseau Bitcoin original et ont formé un second réseau différent dans un processus connu sous le nom d'embranchement. Ce second réseau était connu sous le nom de Bitcoin Cash et possédait désormais ses propres jetons distincts pouvant être échangés sur le marché. La question de l'avenir de Bitcoin est alors passée d'un débat interne à la communauté Bitcoin au marché où les Bitcoins utilisant le symbole d'échange BTC et les jetons Bitcoin Cash utilisant le symbole BCH s'échangeraient les uns contre les autres dans un test économique visant à déterminer quelle vision attirerait la plus grande demande des investisseurs. Au cours des années suivantes, le marché a massivement voté en faveur du réseau original et de la vision de Bitcoin en tant que réserve de valeur non souveraine. Le réseau Bitcoin Cash est tombé dans l'oubli et sa petite communauté a été marquée par des luttes internes continues et de nouveaux schismes. Dénouement. Le soutien du marché au réseau Bitcoin avec ses règles de consensus originales a clairement montré que la valeur de Bitcoin réside davantage dans son existence en tant que protocole largement immuable qu'en tant que logiciel évolutif. En tant que protocole avec des règles de consensus fixes, la taille des blocs de Bitcoin et le nombre de transactions qui peuvent être prises en charge par bloc resteront limités. L'adoption croissante de Bitcoin entraînera une augmentation de la demande pour l'espace limité par bloc pour les transactions, ce qui implique que les frais de transaction devront augmenter avec le temps. Le réseau Bitcoin deviendra donc peu rentable pour les petits paiements, tels que l'achat d'un café ou d'une baguette, mais restera adapté aux règlements de grande valeur qui forment la base d'un système financier mondial. Les paiements de moindre importance effectués avec des bitcoins se feront sur des couches construites au-dessus du réseau Bitcoin, comme le réseau Lightning ou via des intermédiaires tels que les banques. Hal Finney, le brillant cryptographe qui a été le premier à reconnaître le potentiel de l'invention de Satoshi Nakamoto, a écrit en 2010 « Bitcoin en lui-même ne peut pas se mettre à l'échelle de telle manière que chaque transaction financière dans le monde soit diffusée à tous et incluse dans la chaîne de blocs. Il doit y avoir une couche secondaire de système de paiement plus légère et plus efficace. Je pense que ce sera le destin ultime de Bitcoin, d'être la monnaie de grande puissance, servant de monnaie de réserve pour les banques émettant leur propre monnaie numérique. » Finney a implicitement reconnu que Bitcoin devrait d'abord être établi en tant que réserve de valeur ou comme monnaie de réserve. Une fois établi comme tel, Bitcoin pourra être utilisé pour les paiements quotidiens en utilisant des systèmes de couches secondaires. Finney avait déjà compris que Bitcoin ne servirait pas de système de paiement concurrent direct de Visa ou de PayPal, mais deviendrait quelque chose de bien plus important, une réserve de valeur non souveraine qui fonctionnerait comme base monétaire pour un nouveau système financier mondial. C'était le destin inscrit dans l'ADN de Bitcoin, ses règles de consensus, depuis le tout début. Remerciements. Lorsque j'ai commencé à rédiger un scénario optimiste pour Bitcoin sous la forme d'un article long format au début de 2017, le prix de Bitcoin oscillait autour de 1 000 $ et j'espérais que l'article puisse contribuer à expliquer l'importance économique de cette technologie révolutionnaire à quelques amis et peut-être même à quelques investisseurs de Wall Street. Je n'avais pas prévu que l'article soit finalement lu par des centaines de milliers de personnes dans le monde et traduit en 20 langues différentes par des bénévoles. Ce lectorat inattendu peut s'expliquer en partie par une soif de connaissances croissante à propos de Bitcoin et de sa signification, mais il peut être aussi attribué à l'aide inestimable que j'ai reçue pour rédiger un texte accessible et intéressant pour le grand public. À cet égard, je souhaite exprimer ma gratitude à ceux qui ont contribué à la création de l'article original et à l'achèvement de ce livre qui développe les propos de l'article de manière significative. Tout d'abord, je tiens à remercier Michael Saylor d'avoir écrit l'avant-propos de ce livre et de ses efforts généreux pour fournir un contenu éducatif gratuit par le biais de son association caritative Saylor Academy.
Deuxièmement, j'aimerais remercier Bitcoin Ultras, un artiste pseudonyme rencontré sur Twitter qui s'est porté volontaire pour créer la couverture et les magnifiques illustrations qui ornent chaque chapitre. Troisièmement, je voudrais remercier mon ami Sanjay Mavinkurv qui a généreusement créé les graphiques de ce livre, illustrant parfaitement le dicton selon lequel une image vaut 1000 mots. Je tiens à remercier Daniel Coleman, Michael Archel, Ben Davenport, Matt Balez et Stéphane Kinsella pour la diligence dont ils ont fait preuve dans la révision de mon manuscrit. De nombreuses personnes m'ont fait part de commentaires qui ont amélioré la clarté de mes écrits. Et je tiens à remercier Alex Morkos, John Pfeffer, Pierre Rochard, Kearns Winkles, Ray Boyapati, Michael Angelo, Patry Friedman, Ardian Tola et Michael Flaxman. Enfin, et surtout, je souhaite remercier ma femme, Lisa, pour m'avoir aidé à mener à bien ce projet, pour m'avoir donné les 3 plus grandes inspirations de ma vie, mes enfants, qui me sont si chers. Mention légale, les opinions présentées dans ce livre et les éventuelles erreurs qu'il contient sont les miennes. Ce livre est destiné uniquement à des fins d'information, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Pour obtenir des conseils en matière d'investissement, adressez-vous à un professionnel dûment agréé. À propos de l'auteur, Vijay Boyapati est né et a grandi en Australie avant de s'installer aux États-Unis en l'an 2000 afin de poursuivre un doctorat en informatique. Au lieu de s'inscrire à un programme de doctorat, Vijay Boyapati s'est retrouvé dans une petite start-up du nom de Google, où il a passé plusieurs années à utiliser ses connaissances en apprentissage automatique pour améliorer les algorithmes de classement utilisés dans Google News. Boyapati a quitté son emploi lucratif en 2007 afin de travailler sur une campagne populaire lors de l'élection présidentielle de 2008, aidant à collecter des millions de dollars et contribuant au recrutement de centaines de bénévoles dans le New Hampshire pour la campagne de Ron Paul. En 2011, Boyapati a découvert Bitcoin et est tombé dans le terrier du lapin proverbial dans une quête pour comprendre comment une nouvelle forme de monnaie d'Internet, adossée à aucune marchandise et garantie par aucun gouvernement, pouvait avoir une quelconque valeur économique. Armé d'une formation en économie autrichienne, Boyapati a rédigé un scénario optimiste Bitcoin sous la forme d'un article long format en 2017 afin de fournir au grand public un cadre économique permettant de comprendre Bitcoin. Vijay Boyapati est titulaire d'un diplôme en sciences avec mention très bien de l'Université nationale australienne où il a reçu la plus haute distinction, la médaille de l'université. Il est le mari et père aimant d'Addy, Will et Vivi. Il vit avec sa famille à Seattle dans l'État de Washington. Voilà qui conclut la lecture du premier texte de ce podcast. J'espère que ça t'a plu. Merci aux traducteurs Édouard Gallego, Gary Sablon, Laurent Weissman et Henry J.K.I. Young. Merci à l'éditeur Consensus de m'avoir permis d'en faire la lecture. Dans cette nouvelle édition augmentée, Vijay a étendu le champ et la profondeur de son analyse. L'ouvrage demeure un excellent point de départ, mais on peut désormais lui reprocher d'être trop dense parfois pour une mise en route. Souviens-toi que les épisodes à venir vont te permettre d'intégrer facilement et de manière fort plaisante les notions qui ont pu t'échapper jusqu'ici. 2 mots sur le risque d'attaque étatique. Il semble en bonne partie écarté. En résumé, mener en 2025 une attaque unie ou multilatérale contre le réseau est une entreprise extrêmement hasardeuse et financièrement risquée. Des assauts indirects par des mesures fiscales et réglementaires toujours plus contraignantes freineraient sans aucun doute l'adoption de Bitcoin dans les juridictions concernées. Mais le ralentissement de son expansion ne serait que temporaire. Le risque que l'État américain confisque les bitcoins des citoyens comme il le fit avec leur or en 1933 n'est guère envisageable dans le contexte juridique actuel. Mais ce risque devient plausible dans le scénario hypothétique d'une dérive totalitaire associée à une altération en profondeur de la Constitution. Comme le rappelle Vijay,
Seule une fermeture mondiale coordonnée permettrait en théorie d'asphyxier Bitcoin et d'interrompre son processus de monétisation décidément bien enclenché. Mais là encore, Bitcoin subsisterait sur le marché noir. Oui, c'est vrai, les banques centrales comme la BCE observent avec effroi l'irrésistible ascension de Bitcoin. Ils révèlent l'effet calamiteux de leur politique. Mais, fait intéressant, certaines de ces banques perçoivent l'intérêt de cette nouvelle réserve de valeur pour consolider leur bilan et accroître la confiance du peuple dans leur devise désormais adossée au meilleur collatéral qui soit. La nouvelle du jour nous vient de la Banque nationale tchèque. Elle envisage d'accumuler jusqu'à 7 milliards d'euros de Bitcoin. L'initiative est portée par son directeur, expert en théorie des jeux et fort d'une expérience à la tête d'un fonds de gestion d'actifs algorithmiques. Voilà l'exemple même de ces banquiers, experts et audacieux qui comprennent la nécessité d'agir. Vite! Les moins téméraires patienteront jusqu'au signal des autorités. Or, les gouvernements sont chaque jour plus nombreux à comprendre le risque qu'ils courent à laisser Bitcoin de côté. La période hautement instable sur le plan géopolitique pousse les nations à réaccumuler de l'or. À l'ère du numérique, accumuler du Bitcoin, l'or 2.0, qui a fait toutes ses preuves depuis 15 ans, est au moins aussi pertinent. Autre risque réel qui pèse sur Bitcoin, la probabilité qu'une partie significative de ses utilisateurs n'en prenne jamais pleinement possession. C'est là une notion fondamentale à intégrer. Bitcoin est la découverte de la rareté à l'ère du numérique. Nous vivons dans cette époque où tout est copiable. Rien ne t'empêche de reproduire sur ton ordinateur presque gratuitement et à l'infini n'importe quel fichier, texte, son, image, vidéo. Tu envoies ou tu transfères un email tout en conservant sa copie. Rends-toi compte que jusqu'à Bitcoin, la rareté numérique n'existait pas. Désormais, mes fractions de Bitcoin, ces Satoshi que je t'envoie, ils ont bel et bien quitté mon wallet. Ils n'ont nullement été copiés. Ils sont maintenant associés à une adresse que tu contrôles. Je n'ai plus aucune prise sur eux. Le problème ici est qu'au lieu d'assurer la garde autonome de leurs Satoshi, la plupart des gens confient cette responsabilité à un intermédiaire, banque ou exchange, qui joue ce rôle de dépositaire. C'est vrai, ça simplifie les choses. Muni d'un identifiant et d'un mot de passe, tu accèdes à la plateforme où tu effectues tes transactions. Facile, Bitcoin. Très bien, sauf que, dans l'absolu, rien ne garantit que ce dépositaire te laissera retirer ton Bitcoin le jour où, doutant de sa solvabilité, tu voudras en reprendre le contrôle. Et qu'adviendra-t-il le jour où l'État, en pleine embardée autoritaire, voudra te sanctionner, toi ou tes enfants, imposant à la plateforme de geler vos avoirs? Que se passera-t-il? Il est ici question de résistance à la censure. Vijay insistait sur le caractère fondamental de cet attribut de Bitcoin. On doit pouvoir continuer à échanger quand on le veut, avec qui l'on veut, comme on le fait depuis des millénaires, avec du cash, de l'argent liquide. Il nous faut conserver cette liberté à l'ère du numérique, échanger de façon totalement désintermédiée. Or, conserver cette propriété implique que suffisamment d'utilisateurs apprennent à en assurer la garde autonome, la self-custody en anglais. Cet apprentissage n'est pas si compliqué, juste une nouvelle habitude à mettre en place. Mais la garde autonome impose une prise de responsabilité à laquelle nous ne sommes plus accoutumés. Certains refuseront de l'assumer. Chacun choisira librement le niveau de souveraineté qu'il souhaite avoir sur ce qu'il possède. Je t'en dis pas plus pour le moment. Nous aurons largement le temps d'approfondir la question. Concernant les risques de centralisation du minage, je ne vais pas m'appesantir. Juste signaler que la Chine a depuis largement régularisé ce secteur d'activité auparavant hyper informel et que les États-Unis font désormais la course en tête en termes de puissance de minage. On note cette année une belle croissance du minage en Afrique et les annonces de projets se multiplient aux quatre coins du monde.
De nouvelles initiatives visent à promouvoir la décentralisation par le minage domestique. Sur ce sujet, la vigilance reste de mise. Le risque associé à la fongibilité imparfaite de Bitcoin est bien réel. Chaque Bitcoin ou fragment de Bitcoin porte un historique qui le différencie d'une autre pièce de même valeur. Bien conscients de l'importance de renforcer la fongibilité de Bitcoin, les développeurs sont à pied d'œuvre pour accroître la confidentialité des transactions Bitcoin. Enfin, concluons sur une note joyeuse. Le pronostic de Vijay, cette appréciation du prix de Bitcoin aux alentours de 100 000 à 250 000 $, cela me semble très conservateur. À vrai dire, depuis la publication de cette seconde édition en 2022, la tournure des événements est extrêmement favorable si l'on considère la légitimité accrue du Bitcoin comme actif financier et réserve de valeur. Dans ce contexte, où son adoption institutionnelle et par les États-nations est bien engagée, il n'est pas déraisonnable d'envisager son cours entre 500 000 et 1 million de $ à l'horizon 2030. Sachant que, dans le même temps, et c'est absolument inévitable, les monnaies fiduciaires, toutes les monnaies fiat, fondantes, continueront à ronger le pouvoir d'achat de leurs détenteurs et à tendre vers zéro. Le message clé ici, c'est qu'il n'est pas trop tard. Si tu t'intéresses tout juste à Bitcoin, eh bien, sache que tu rejoins la majorité précoce. Nous participons à la première phase du processus de monétisation d'un nouveau bien monétaire. Nous avons toutes les raisons d'être très optimistes quant aux bénéfices économiques, sociaux, environnementaux que cette évolution technologique majeure de la monnaie va nous apporter à tous. Voilà qui conclut cette lecture. J'y ai pris beaucoup de plaisir, j'espère que c'est partagé à ton niveau et que cette écoute aura stimulé en toi l'envie de poursuivre cette découverte. Si c'est le cas, retrouvons-nous pour le prochain épisode en compagnie de Thomas Strohlight, ce conteur assez génial dont la pédagogie originale te surprendra. Allez, ciao, à très bientôt.